Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Berlin exprime son scepticisme sur un accord total des pays européens à Bruxelles demain. Le président français et la chancelière allemande se retrouveront à nouveau demain avec le président de la Banque centrale européenne juste avant le sommet décisif pour le sauvetage de la zone euro. Alors que de nouvelles mesures d'austérité pourraient s'imposer avant ou juste après la présidentielle, le Sénat supprime en commission le relèvement du taux réduit de TVA à 7%. Et pour soutenir la croissance par la consommation, la gauche annule également le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Nicolas Sarkozy accuse la gauche de chercher à compenser le manque de vote populaire par un vote communautaire en défendant le droit de vote des étrangers aux élections locales. Il l'a dit devant les députés UMP. Le débat s'annonce très animé demain au Sénat sur cette question. Le face-à-face du 19h. François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat. Jean Arthuis, sénateur centriste de la Mayenne. L'euro, les débats du Sénat et également au programme Bayrou candidat. Se présentant en effet comme homme libre, seul à même de tourner une page, François Bayrou a officialisé aujourd'hui sa troisième candidature à l'Élysée. Le leader centriste a toujours la foi en son destin national. Fabrice Cunet. Il se présente en homme libre. Pour l'annonce officielle de sa candidature, François Bayrou a ressorti la petite musique qu'il avait amenée à 18% au soir du premier tour en 2007. Ses priorités n'ont pas changé, production, éducation et justice. Et face à la crise, il défend l'idée d'une majorité très élargie en invitant tous les réformateurs à le suivre. En 2007, on a été très près de pouvoir gagner le deuxième tour, c'est-à-dire de pouvoir être élu. Et moi, je trouve qu'il y a en 2012 plus de raisons encore de choisir cette voie nouvelle. Et donc plus d'attentes et plus de déception dans d'autres candidatures. Si les récents sondages ne le créditent que de 7 à 9% des intentions de vote, sa candidature intéresse. PS et UMP n'ont pas attendu son officialisation pour lui faire des appels du pied soutenus. Je le dis, François Bayrou est très clairement, au regard de sa propre pensée et de ce qu'il a fait par le passé, très clairement dans notre famille politique. Au soir du premier tour, tous ceux qui voudront se tourner vers le Parti socialiste seront les bienvenus autour du Parti socialiste. Y compris François Bayrou. Y compris François Bayrou. Contrairement à 2007, François Bayrou prendra position pour un candidat s'il n'atteint pas le second tour. Son choix peut décider un électorat centriste très convoité, d'où ce jeu de séduction. Mais le candidat du MoDem a déjà prévenu ce soir, il ne cédera rien à François Hollande comme à Nicolas Sarkozy. Alors François Bayrou, candidat incontournable, il faudra pour ça réussir un résultat à 2 chiffres au soir du premier tour. Pour l'instant, les sondages le placent entre 7 et 9% des intentions de vote au premier tour. François Bayrou n'a pas repris dans son discours de candidature son slogan « Acheter français ». Son rival centriste, le centriste Hervé Morin, lui également, donc candidat à la présidentielle, a répondu par l'ironie aujourd'hui. Il dénonce un slogan digne du Parti communiste en 1946. Pourtant, un label permet d'ores et déjà de soutenir la production française dans les magasins. Bérangère Dinglar. Pour cette marque, le label Origine France, c'est une reconnaissance. Si la plupart des costumes sont vendus dans les boutiques parisiennes, c'est dans l'usine de Limoges qu'ils sont fabriqués par plus de 120 salariés. Une confection 100% française que le PDG espère bien valoriser. Donc enfin, on a un label qui représente vraiment un vrai savoir-faire. Jusqu'à maintenant, le Made in France était un peu galvaudé par des entreprises qui pouvaient se permettre de le mettre, même si une seule opération était faite en France. Donc pour nous, ça va être un formidable outil de croissance et de communication. Pour obtenir le label décerné par un bureau indépendant, il faut que les produits aient un lieu de production dans l'Hexagone et que 50% de leur valeur soit réalisée en France. Pour ces costumes, seuls les tissus sont importés, tout le reste est effectué dans la Vienne. Pour les clients, c'est une garantie de qualité qui fait la différence. Si je fais faire 2 ou 3 costumes dans une année, je sais que l'année d'après, on peut me rectifier le produit sera rectifié par la maison même. Et c'est ça le souci d'authenticité de la marque française. La fabrication française, un argument de vente que les chaussettes Bleu Forêt utilisent depuis leur création il y a une quinzaine d'années. Tricotées dans une usine vosgienne, les chaussettes de la marque arrivent à résister aux produits à bas coût. Ça oblige à avoir une marque, de la positionner
en qualité, en style, à un très bon niveau moyen, moyen plus, et que les gens, pour le supplément de prix qu'ils sont prêts à payer, ils trouvent leur compte, soient contents, voient la différence. Sinon, ils ne vont pas acheter français par charité chrétienne. Hein. Acheter français, encore faut-il que cela soit possible, car si ces produits sont élaborés en France, leur matière première vient en général d'Italie. Il n'existe pratiquement plus de filature ou d'usines produisant du tissu en France. François Hollande appelle lui aussi au patriotisme industriel pour redresser la France. Il l'a dit lors d'une visite en Bourgogne. Un produit 100% français, mais qui ne trouve pas preneur à l'étranger. L'avion de chasse Rafale, le ministre de la Défense a surpris aujourd'hui en déclarant sur LCP Assemblée nationale que sa production sera arrêtée dans quelques années si Dassault ne décroche pas de contrat hors de nos frontières. Gérard Longuet a vite corrigé son propos par la suite en précisant que l'armée française garantit à elle seule les commandes jusqu'à l'horizon 2030. Mais ces propos relancent le débat sur le coût du programme Rafale, plus de 43 milliards d'euros assumés par l'État et lui seul. Mounir Soussi. Sur le champ de bataille, le Rafale fait l'unanimité. Dans le ciel libyen, l'avion français a démontré ses atouts, mais dans la guerre des contrats, l'avion de Dassault s'écrase systématiquement. Après des échecs à Singapour, en Corée du Sud et au Maroc, la Suisse vient de rejeter le Rafale. Des échecs à l'export qui pèsent sur le budget de la défense. Le programme Rafale aura coûté plus de 43 milliards d'euros aux contribuables. Alors, le ministre de la Défense annonce aujourd'hui que si Dassault ne trouve pas d'autres débouchés, le programme du chasseur français sera remis en cause. Un constat compréhensible, même s'il brise un tabou. Tous les grands programmes d'armement devront se faire à plusieurs pays, et si possible pour gagner de l'argent et non pas pour en dépenser plus. Mais il est clair qu'on ne pourra plus se payer un avion franco-français à échéance 20-30 ans. L'hypothèse d'un arrêt des chaînes de production d'ici à 2030 met 7000 emplois en danger, mais pas seulement. Et le problème, c'est que tous les savoir-faire qui sont aujourd'hui détenus par cette société, qui risquent effectivement de disparaître et de ne pas être au rendez-vous de l'avion du futur. Dernier espoir pour le Rafale, la signature de contrats avec l'Inde, le Brésil ou les Émirats arabes unis, qui négocient toujours avec l'avionneur français. Gérard Longuet a affirmé par ailleurs qu'il défendra devant les députés le développement d'un drone français sous l'égide de la maison Dassault, programme dont les crédits ont été annulés il y a quelques jours par les sénateurs lors d'un vote PS plus UMP. Une simple amende pour punir la première consommation de drogue. Le Sénat adopte une proposition de loi du groupe RDSE qui supprime la peine de prison. L'idée est de permettre à ceux qui se laissent tenter par des substances illicites de se ressaisir sans passer par des sanctions trop lourdes. Autre débat du jour pour garantir le respect de la laïcité dans les crèches privées. Texte proposé par la sénatrice RDSE de Haute-Garonne, Françoise Laborde. Je le répète, la laïcité est inscrite dans notre Constitution et doit être défendue comme telle. Elle n'est pas négociable, elle n'assure à notre pays les conditions d'un vivre ensemble apaisé dans le respect mutuel des particularités de chacun. Et puis, le grand débat du jour, François Rebsamen est très attentif, et la gauche d'ailleurs s'est dit fière aujourd'hui de défendre le droit de vote des étrangers, quand la droite et l'extrême droite se mobilisent pour faire barrage. Nicolas Sarkozy est intervenu sur le sujet une seconde fois aujourd'hui. Le clivage est profond. On peut déjà en juger donc à la veille de ce débat au Sénat sur une proposition formulée initialement par François Mitterrand il y a 30 ans. Flora Sauvage. Ce soir, Nicolas Sarkozy en personne est monté au créneau. Pour le chef de l'État, désormais opposé au droit de vote des étrangers, la gauche cherche à s'attirer le vote communautaire à l'approche des élections. La nouvelle majorité sénatoriale qui a déposé une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections municipales entend faire voter cette mesure symbolique. Demain, le texte devrait passer de justesse, malgré l'incertitude des radicaux de gauche. Ce sera un vote très serré parce qu'il y a beaucoup d'élus, y compris en dehors de mon groupe, même à gauche, qui sont des gens qui considèrent que cette proposition n'est peut-être pas la meilleure venue dans le climat politique que nous avons à l'heure actuelle. Au groupe RDSE, qui rassemble des radicaux de droite et de gauche, certains sénateurs sont mitigés. Jean-Pierre Chevènement ne prendra pas part au vote, d'autres vont voter contre. Demain, fait plutôt rare pour une proposition de loi, François Fillon va venir défendre le point de vue du gouvernement
Pour la droite, le droit de vote est indissociable de la citoyenneté. Il faut qu'on manifeste clairement notre opposition et il y a des dispositifs réglementaires qui le permettent. On peut toujours aboutir à un vote. Je ne sais pas à quelle heure le vendredi matin. Demain, dans l'hémicycle, les sénateurs de l'opposition vont multiplier les prises de parole. L'UMP a déposé 3 motions de procédure pour marquer son opposition au texte. Face au Sénat, Marine Le Pen appelle à manifester contre le droit de vote des étrangers aux élections municipales. La droite populaire également appelle à manifester demain devant le palais du Luxembourg. Jean-Louis Borloo se dit favorable, lui, au vote des étrangers, défendu donc par le Parti socialiste, alors que Nicolas Sarkozy, je vous le disais tout à l'heure, qui a déjà qualifié l'initiative d'hasardeuse, a dénoncé devant les députés UMP aujourd'hui la recherche d'un vote communautaire de la part de la gauche. Nos invités, François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat, et Jean Arthuis, sénateur centriste de la Mayenne. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. D'abord, le droit de vote des étrangers. Est-ce que vous le voterez, Jean Arthuis? Non. Parce que? Parce que c'est un texte clivant. Et que nos collègues... Je vous ai cité Jean-Louis Borloo, il est pour. Nos collègues, oui, mais je le conçois très bien, que nos collègues socialistes exhument, alors que ce texte avait été voté par une autre majorité à l'Assemblée nationale avant l'alternance de 2002. Moi, je comprends qu'un étranger qui vit en France depuis plus d'une décennie, paye ses impôts en France, participe à la vie civique et participe aux élections. Comparé à un ressortissant d'un État de l'Union européenne, vous le récemment, ça je le comprends très bien. Maintenant, quand on est en France depuis 10 ans, qu'on paie ses impôts, est-ce qu'on ne pourrait pas opter pour la nationalité française? Parce que j'imagine le type de contentieux qu'on va voir venir, comment prouver qu'on est là depuis 10 ans, qu'on paie ses impôts. Enfin, tout ça est un peu compliqué. Moi, je pense que l'accès... Vous voulez garder le lien avec la nationalité, le droit de vote et la nationalité. Alors, François Rebsamen, sur ce point. Et en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait pour le moins qu'il y ait réciprocité. De telle sorte que le pays dont on est originaire et des pratiques démocratiques et conclut avec la France des accords de réciprocité. Votre réponse à ces arguments? Il n'y a aucune démarche clivante. On veut faire progresser le droit, la reconnaissance de la citoyenneté. Et je regrette, je respecte les positions des uns et des autres, la position de Jean Arthuis. J'ai vu que François Bayrou, Jean-Louis Borloo appelaient à voter cette disposition qui ne fait que intégrer un peu mieux des étrangers qui sont venus dans les années 70, créer la richesse, participer à la création de richesse dans notre pays, dont les enfants sont aujourd'hui français. Ont le droit de vote. Ont le droit de vote. Oui. Et qui ont des parents qui ne peuvent pas exercer. Alors je voudrais préciser les choses quand même, parce que aux élections municipales, il s'agit des étrangers non communautaires aux élections municipales. 2 arguments ont été avancés. Le premier, je viens de l'entendre, sur la réciprocité. 18 pays ont signé des accords de réciprocité avec la France, le saviez-vous, Jean Arthuis? Parmi ceux-ci, le Burkina Faso, le Rwanda. Donc pourquoi ces étrangers du Burkina Faso, du Rwanda, de Corée, par exemple, du Sud bien sûr, pourquoi n'ont-ils pas aujourd'hui déjà, puisque cet argument est avancé, le droit de vote aux élections municipales? Premier argument. Deuxième argument, ce n'est pas lié à la nationalité. La citoyenneté de résidence que nous défendons, c'est une longue construction. C'est celle qui s'est faite depuis 1946, qui a permis petit à petit, que ce soit à travers les reconnaissances des droits syndicaux pour les étrangers, longue lutte des travailleurs, des ouvriers, a permis à ses parents d'élèves de siéger dans les conseils d'administration. Et aujourd'hui, les étrangers non communautaires votent aux élections. Et donc, ils n'ont pas la nationalité française. Donc, l'argument est faux. Et moi, je pensais sincèrement qu'en déposant ce texte, hors du temps électoral, parce que c'est maintenant, si nous avions voulu faire... On est quand même en pleine période électorale. Alors écoutez-moi, si nous avions voulu faire un jeu tacticien, nous l'aurions déposé fin février. Nous sommes loin, nous voulons faire avancer le droit. La gauche est majoritaire aujourd'hui au Sénat. Elle avait pris cet engagement. On lui a reproché de ne pas l'avoir fait. Qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Sarkozy? Il dit que la gauche cherche à s'attirer le vote communautaire parce qu'il a perdu le vote populaire. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si on a déposé cette proposition, c'est parce que je pensais sincèrement que l'UMP
l'UMP allait la voter avec nous, puisque le président de la République lui-même, par 3 fois, notamment à France 2, s'était prononcé pour cette disposition. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les remarques qui sont faites par la droite. Alors le chef de l'État a dit qu'il avait évolué sur le sujet. Il n'est pas le seul. On entend aussi des voix, par exemple, comme celle de Jean-Pierre Chevènement, et peut-être même du côté socialiste, parce que Jean-Vincent Placé, c'est lui qui a relancé cette idée juste après l'alternance au Sénat. François Rebsamen, il dit qu'il y a des socialistes un peu tièdes. Non. Non. On ne me fera pas rentrer dans ce genre de débat. Toute la gauche est derrière cette proposition. Je voudrais juste dire que le président de la République, c'est pas une fois qu'il l'a dit, c'est 3 fois. C'est 3 fois qu'il s'est prononcé. Et les 3 fois, ça n'a pas suscité de réaction au sein de l'UMP. Et donc, il a changé. Mais il change souvent, le président de la République. Il change souvent de position. Vous avez pu évoluer sur la question? Moi, je l'ai... On vous sentait quand même plutôt favorable tout à l'heure au début de votre intervention. Non, mais encore une fois, je trouve que la période que nous vivons... le moment est mal choisi. Suscite des clivages. Et celui-ci est une espèce de marronnier d'avant-élection présidentielle. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un débat serein sur ces questions, parfaitement apaisé. Et on verra demain. Et dans la situation qu'évoque François Rebsamen, au fond, ces gens qui sont là depuis très longtemps, dont les enfants sont français, pourquoi n'optent-ils pas pour la nationalité française? Parce que quand ils sont venus dans les années 70, enfin je ne suis pas leur porte-parole, j'essaie de comprendre pourquoi. Oui, parce que... Quand ils sont venus dans les années 70, on leur a d'abord tout interdit. De participer à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Ensuite, d'assister au conseil d'administration des collèges et des lycées. Et petit à petit, ils ont acquis ces droits. Mais ce n'est pas des droits de citoyenneté de résidence, c'est un début. Et nous proposons de leur donner de manière forte, afin de leur permettre de s'intégrer, d'inciter les enfants à aller voter, parce que souvent ils ne votent pas. Vous êtes maire d'une grande ville. Ah oui, j'en suis très heureux. Tous les grands maires que j'ai consultés m'ont dit qu'à aucun moment ils n'avaient été saisis de demandes particulières de la part de ces étrangers. Ils n'ont pas manifesté le souhait de participer aux élections locales. Ça, vous ne le savez pas. Est-ce que vous connaissez un vote communautaire dans votre grande ville, belle ville de Dijon? Quel vote communautaire? Tous les chiffres qui sont avancés aujourd'hui par l'UMP sont faux. On nous parle de 4 millions de personnes qui seraient... Mais savez-vous que ces étrangers qui sont non communautaires, qui habitent dans nos villes, ils payent des impôts, cela a été dit, ils sont inscrits au rôle des contributions directes. Ils participent de la richesse de la commune parce qu'ils sont comptés dans la population de la commune. Ils participent de la DGF, vous le savez très bien, Jean Arthuis, puisque c'est établi en fonction de la population. Et donc, aujourd'hui, ça me semble sincèrement, en sérénité... Tellement plus simple qu'ils optent pour la nation française. Allez, on verra ça demain. Le débat, de le faire, vous le savez. Le clivage est profond et le débat sera très animé demain, avec François Fillon et puis Jean-Pierre Bel qui présidera la séance. Allez, nous sommes à la veille du sommet de Bruxelles pour sauver la zone euro en réformant la gouvernance communautaire. Le chef de l'État, toujours devant les députés UMP aujourd'hui, a évoqué un risque d'implosion. Écoutons Valérie Rousseau-Debord, députée UMP, qui a vu Nicolas Sarkozy aujourd'hui et qui quand même l'a trouvé plutôt serein. Le président était très serein, très déterminé sur sa volonté de sauver les Français et plus largement la zone euro de cette situation de crise absolument majeure depuis 1929. Il a fait beaucoup de pédagogie, il a expliqué l'absolue nécessité de converger nos politiques économiques, nos politiques fiscales entre la France et l'Allemagne. J'ai trouvé qu'il avait une totale hauteur de vue par rapport à la destinée qui était la nôtre demain, à la situation de la France qui était éminemment liée évidemment à la situation de l'Allemagne et de l'Europe. Et je l'ai trouvé très déterminé par rapport à son action. Des propos recueillis par Elisa Bertholomé. Est-ce que vous êtes l'un et l'autre d'accord avec François Fillon lorsqu'il dit « Nous avons collectivement, demain, un devoir de réussite lors de ce sommet », un devoir collectif, Jean Arthuis? Oui, je crois, oui. Oui. François Rebsamen? Oui, comme à chaque sommet européen. Alors, pour vous, il n'y a pas d'alternative donc, à ce compromis, puisqu'il s'agit de l'avaliser demain. Il y a eu déjà 23 sommets européens, le 24e demain. Les sommets européens se déroulent et la crise se poursuit. Les places financières n'accordent plus aucun intérêt au sommet français, allemand, quand il se passe comme il se passe aujourd'hui. Parce que d'effet d'annonce en effet d'annonce, aucune décision concrète n'est prise. Moi, je pense que, si vous le permettez, en quelques mots, j'essaie d'aller vite pour laisser la parole à Jean Arthuis, bien sûr, en quelques mots, je pense que le mal est à l'origine. C'est parce que nous n'avons pas passé l'éponge sur la dette grecque que nous sommes dans cette situation. Trop tard, trop peu. Et les places financières le savent pertinemment.
tant que nous ne reconnaîtrons pas qu'il faut avoir perdu 1,5% de PIB européen, plutôt que de courir comme cela d'échéance en échéance, d'annoncer des futurs traités dont on sait très bien qu'il faudra beaucoup de temps pour les prendre. 2 ans. J'attendrai des décisions concrètes demain, mais malheureusement, je sais à l'avance qu'elles ne viendront pas. C'est sûr que la gouvernance de la zone euro a été calamiteuse. Et ce que je regrette, c'est que le désir d'équilibre des finances publiques ne se soit pas manifesté plus précocement. Parce qu'au fond, on avait inventé des règles de discipline budgétaire, le pacte de stabilité et de croissance, qui a été instantanément transgressé et dès que l'euro a été en circulation. Mieux, en 2005, on a tordu le cou du pacte de stabilité et de croissance et au nom de la souveraineté nationale, on s'est interdit d'aller voir ce qui se passait chez le voisin. Et on était souverainement sincère. On pouvait maquiller ses comptes, comme en Grèce, et on laissait faire. Donc on a une responsabilité collective. Maintenant, pour corriger tout cela, par exemple, est-ce qu'il faudrait, pour calmer les marchés, qui n'en font qu'à leur guise, dit François Rebsamen, adopter au plus vite, par exemple, la règle d'or budgétaire, oui ou non? Bien sûr qu'il faut une règle d'or budgétaire. Bien sûr. Qui peut contester la règle d'or? Faire en sorte que l'on n'emprunte pas pour financer les dépenses de fonctionnement. En dehors des périodes de crise. La règle d'or, alors. Ça s'appelle des règles de gestion, de bonne gestion. Bien sûr qu'il faut des règles de bonne gestion. C'est ce qu'applique le maire de Dijon dans sa commune. Mais bien sûr, mais c'est la loi d'ailleurs, nous l'appliquons très bien. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le déficit qui a été creusé, il a été creusé par le président de la République et par sa majorité. Il a affaibli notre pays, qui est aujourd'hui à la remorque de l'Allemagne. Ça vient de loin. Il n'est pas le seul. Il a rompu. Vous savez très bien les efforts qui avaient été faits du temps de Dominique de Villepin pour réduire le déficit. Mais il s'en est affranchi en 2007, allant chercher la croissance avec les dents. En réalité, il a creusé le déficit. Et si on est dans cette situation, il en a une lourde responsabilité. Le deuxième sujet, c'est quand même, c'est bien d'assainir les finances publiques, mais il faut aussi qu'on retrouve de la compétitivité pour faire de la croissance. Et il faut qu'on produise, parce que le vrai problème de l'Europe, c'est que l'Europe consomme plus qu'elle ne produit. Et le phénomène s'amplifie. Par conséquent, l'Europe accumule des dettes souveraines, alors que ceux qui nous vendent leur production accumulent les fonds souverains. Alors, sans tenir compte, effectivement, des considérations environnementales ou sociales des produits qu'ils nous envoient. Alors, François Rebsamen, vous imputez donc une part du déficit au chef de l'État et à sa politique. C'est reconnu par Jean Arthuis, sans doute? Ah oui, certaines mesures fiscales, et le Sénat, donc de gauche, corrige. Je pense que la politique conduite depuis 2007, au regard du déficit public, n'est pas une réussite. Alors justement, le Sénat corrige certaines mesures du gouvernement, et notamment celles contenues dans le dernier plan de rigueur, Jean Arthuis, suppression du taux réduit de TVA non mais le Sénat a fait à 7%, gel du barème de l'impôt. Qu'est-ce que vous dites des mesures de la gauche qui lâche un peu la bride pour ne pas décourager la consommation et qui compense avec des suppressions de niches fiscales? Que dites-vous? La gauche, hier, au Sénat, a réduit la dette publique de 137 milliards. C'est un exploit sans précédent. Oui, je veux dire que lors de l'examen des dispositions fiscales de la loi de finances pour 2012, la gauche a suscité une trentaine de milliards de recettes supplémentaires. Et puis, à l'examen... En s'attaquant aux niches fiscales, notamment. À l'examen... Oui, ça c'est très bien. C'est un de vos combats. Ça c'est très bien. Mais s'agissant des crédits des missions de l'État, nombre de missions n'ont pas été votées et par conséquent, il n'y a pas de dépenses. Donc il y a des économies considérables. Je ne sais pas comment on paiera un certain nombre de fonctionnaires dans ces conditions, mais l'exploit est là, 137 milliards de réduction de la dette publique. Oui, François Rebsamen. Écoutez, le débat se poursuit, j'imagine. On a, pour la première fois hier soir, en tant qu'une nouvelle majorité, j'ai voté pour, jeune parlementaire que je suis. Je reconnais que ça a dû être un moment d'exaltation. Exaltation, vous me connaissez, genre, en plus, c'est pas vraiment comme cela que je me comporte. Mais c'est un budget qui ne veut rien dire. À un moment où on a pu montrer... Vous avez voté un texte, nous avons pu démontrer, vous savez très bien qu'on ne peut pas bouger sur les dépenses, puisqu'il y a l'article 40 qui nous est imposé. Et donc, nous avons bougé sur la partie recettes pour démontrer qu'il était possible. François, l'article 40 ne s'applique que lorsqu'on veut augmenter les dépenses publiques. Donc, l'exercice auquel nous sommes tous condamnés, c'est de baisser les dépenses publiques. Et là, l'article 40 est inopérant. Eh bien, vous voyez, on les a beaucoup baissés. Cette partie recette, c'est la nôtre. Cette partie dépenses n'est pas la nôtre. Nous aurions fait autrement. D'accord. Allez, on parle de plus de dépenses. Événement du jour, l'annonce de la candidature de François Bayrou. Un court extrait de sa déclaration. Je ne concéderai rien aux candidats qui se croient favoris. Je leur dirai en face
que la France a besoin de tourner la page sur leur double et successive hégémonie et sur les erreurs dont ils ont été tour à tour responsables. Voilà, François Bayrou qui renvoie dos à dos la gauche et la droite, mais on sait qu'il va faire un choix au soir du premier tour de la présidentielle. On sait qu'il n'a pas repoussé la main tendue par François Hollande. Selon vous, Jean Arthuis, vous qui le soutenez, vous étiez au premier rang aujourd'hui de sa déclaration. De quel côté va-t-il pencher? Mais je fais l'hypothèse que... Non, mais lui, il dit qu'il va choisir, donc on s'attend à ce qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Lequel? Et si François Bayrou est qualifié pour le second tour? Il n'aura pas à faire de choix. Oui. C'est votre conviction profonde ce soir, alors qu'il est en dessous de 10% dans les intentions de vote. C'est déjà une victoire que d'être au départ. Et le discours qu'il a tenu aujourd'hui était un discours exigeant, d'éthique politique. On ne se raconte pas d'histoire. Et on dit aux Français la situation, la gravité de la situation, mais on trace des pistes, autant en termes de méthode que de propositions, proprement dites, propositions que nous déclinerons dans les semaines qui viennent. J'ai trouvé que son propos sonnait juste, compte tenu de la situation que nous traversons. Nous avons des réformes structurelles très difficiles, qu'on n'a jamais réussi à voter, et qui nous obligeront, François Rebsamen, à imaginer que ces réformes puissent être conçues ensemble et mises en œuvre, non pas un camp contre l'autre, mais en allant au-delà des clivages politiques. Ah, vous tendez la main aussi alors vous. Et c'est pour ça que François Bayrou suggère une majorité centrale. Oui, avec la question de quel côté va-t-elle pencher, François Rebsamen? Écoutez, nous aurons une discussion, si par hasard il n'est pas qualifié pour le second tour, nous aurons une délibération. Je voulais avoir votre avis à vous. Une délibération collective et publique. D'accord. Et c'est en fonction de la plus grande convergence par rapport aux deux qualifiés pour le second tour, dans l'hypothèse où François Bayrou ne serait pas qualifié pour le second tour. Ça sera animé autant que demain au Sénat sur le vote des étrangers, j'imagine, à ce moment-là, chez les centristes. Moi je respecte et l'homme et la démarche de François Bayrou. Je le connais, c'est un homme qui a des convictions, il les exprime à travers la candidature à l'élection présidentielle, fort bien. Je ne veux pas me lancer dans des hypothèses de second tour parce que, je le dis, nous avons été échaudés le 21 avril 2002. Avant de penser au deuxième tour, il faut penser au premier tour. Et personne aujourd'hui n'est sûr d'être au deuxième tour d'une élection présidentielle. Il faut respecter les électeurs, respecter le temps de l'élection. Et l'élection présidentielle, elle commence par le premier tour. Bien sûr. Certains disent effectivement que tous les ingrédients d'un nouveau 21 avril sont réunis. C'est votre avis à l'un et à l'autre? Oui, c'est ce que vous dites, François Rebsamen. Je dis qu'il faut faire la campagne en respectant les valeurs qui sont les nôtres, nous, socialistes, hommes de gauche, et nous allons le faire au premier tour sur cette base-là. Et ensuite, il faudra, si nous sommes au deuxième tour, il faudra rassembler plus largement, créer cette majorité présidentielle. Où je rejoins Jean Arthuis, je me permets de l'indiquer, c'est que je pense qu'il y a besoin de réformes de justice sociale et fiscale dans ce pays qui sont tellement attendues qu'il ne faudra pas uniquement compter sur 51%, mais élargir. Ouvrir jusqu'au centre. Pour les réaliser. Jusqu'au centre. Pour les réaliser. Il faudra bien ouvrir plutôt du côté du centre. Alors, ce sera là que ça se passera, Jean Arthuis, en fonction du score de François Bayrou. Votre soutien n'est pas inconditionnel au président du MoDem, Jean Arthuis. D'ailleurs, vous avez accepté, je crois, une mission de réflexion sur la gouvernance de la zone euro que vous a proposé François Fillon. Donc on se dit, vous êtes quand même plutôt en faveur d'une alliance à droite. Moi, j'apprécie l'indépendance d'esprit de François Bayrou. Nous avons des discussions franches et nous discutons sur ce qu'il conviendrait de faire. Qui peut dire qu'on a l'assurance qu'on détient la vérité? Bon, un mot, François Rebsamen. Nous avons une vraie exigence, mais moi j'apprécie François Bayrou parce qu'il a de la constance. Et souvenez-vous qu'en 2007, il avait bien mis en évidence la nécessité d'équilibrer les comptes publics. Très bien. Jean Arthuis est sénateur et pas député, donc on pense qu'il ne lâchera pas François Bayrou le lendemain du premier tour. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk, et puis à suivre tout de suite sur LCP, Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir. Je me suis battue toute ma vie contre les multinationales et contre les lobbyistes, et voir
qu'ils avaient accès direct pour modifier notre accord, cela a été pour moi absolument insupportable. Insupportable. Eva Joly n'hésite pas à employer les grands mots, y compris pour parler des alliés de son parti comme le PS. Aujourd'hui, certains lui reprochent sa virulence, d'autres, pour la défendre, disent qu'elle n'est encore qu'une débutante en politique. Mais cet art de casser les codes ne fait-il pas intrinsèquement partie du style Joly ? Ces sorties virulentes sont-elles aussi désastreuses qu'on a pu l'affirmer? Et quelle erreur la candidate a-t-elle réellement commise? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ex-magistrate en costume vert. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est ce soir à 22h45 sur Public Sénat.